Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond Hoops. Aujourd'hui, on s'attaque aux Los Angeles Lakers et leur saison à venir. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feet. Oh my! Alors, on continue notre été avec les différentes previews des différentes équipes. On en a déjà fait quelques-uns, on continuera peut-être. On n'a pas forcément un ordonnancement qu'on s'est donné, c'est plutôt l'envie de discuter de certaines équipes qu'on a choisies au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on voulait vous parler d'une des franchises dont on parle quand même souvent sur le podcast. Peut-être pas autant que les Denver Nuggets, mais on en parle quand même souvent. C'est les Los Angeles Lakers qui ont eu un été animé, on en reparlera, mais c'est pas tant l'été qui était animé, c'est en fait les 6 derniers mois qui ont été très mouvementés. Et forcément, dans la continuité de ces 6 derniers mois, ils ont profité de l'été pour ajuster leur effectif. Et on va essayer de regarder tout ça avec Paul. Salut Paul, comment ça va ? Ça va et toi ? Eh bah écoute, on va parler des Lakers, donc tant qu'à faire, c'est toujours pratique. Tu vois, là on est sur l'équipe que je connais le mieux, que je suis le plus, que je vois le plus, donc au moins j'ai l'impression de savoir à peu près de quoi je parle, tu vois, en parlant d'eux. Ouais, il y a toujours un milliard de trucs à dire sur les Lakers, mais j'aime bien parler d'eux. Je sais pas quel rapport t'as toi à cette franchise, t'as des accroches un petit peu historiques, je sais pas, peut-être t'as été fan de Kobe à une époque. Bah, historiquement non, mais c'est vrai que quand LeBron est arrivé là-bas, j'étais quand même très content du titre de 2020. Parce qu'il y avait quand même, tu vois, il y avait un contexte avec, genre c'était la bulle, c'était juste après la mort de Kobe. Donc il y avait un contexte un peu particulier qui fait que j'ai un peu apprécié cette équipe. Mais depuis, je trouve qu'ils ont eu du mal quand même à relancer un peu la machine. Même s'il y a eu une finale de conf en 2023. Mais là, on verra avec Luka, je pense que ça peut être sympa. Même si bon, les équipes de Luka, c'est pas les plus agréables à regarder parce qu'il y a quand même beaucoup d'ISO pour lui. Mais ça peut être sympa, le nouveau projet Luka Lakers. Bah carrément, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu ce trade la saison dernière qui a été un trade sur lequel on va pas revenir, mais qui était un trade d'opportunité. C'était une opportunité de marché que tu pouvais pas refuser, mais qui a eu comme principale conséquence d'avoir un effectif finalement assez déséquilibré. Et je pense que ça a été, je sais pas ce que tu en penses, mais ça a été un peu une surprise de les voir d'ailleurs performer durant la deuxième moitié de saison. On s'attendait pas à autant. Ils ont fini quand même troisième de la conférence Ouest. On s'attendait pas à autant et on savait très bien qu'il fallait attendre l'été pour que l'effectif puisse être réajusté, quoi. Et effectivement, c'est ce qu'on a pu voir et c'est ce dont on va discuter. Moi, de mon côté, faut quand même savoir, enfin, tout le monde s'en fout un peu de ma vie, mais faut quand même savoir que j'ai aucun attrait particulier pour les Lakers. Hein. Mon attachement aux Lakers est totalement circonstanciel. Il est uniquement lié à LeBron James. Et si demain LeBron James va au Panathinaikos, sache que je serai fan du Panathinaikos et que je m'enverrai tout de suite. Paul, ce que je te propose, c'est que pour qu'on fasse ce podcast, on s'est dit que ça pouvait être pas mal qu'on vous dresse un petit peu un bilan de la saison dernière. L'idée, c'est pas qu'on en parle pendant des heures. On va surtout se projeter sur ce qu'ils ont fait dans l'été, sur ce qui est à venir, sur ce qu'on veut voir. Mais on va faire une première partie un peu de problématisation de l'été des Lakers en revenant sur des points clés de la saison dernière qui nous paraissent intéressants à avoir en tête pour essayer de comprendre justement pourquoi les Lakers ont fait tel ou tel mouvement et aussi pourquoi on peut attendre éventuellement d'autres mouvements à venir. Et puis après, on rentrera dans ce détail-là. Ça te va, on fait comme ça ? Ce que je te propose, enfin c'est ce qu'on s'est dit de toute façon, donc on va forcément le faire comme ça, mais c'est que je vais m'occuper un petit peu de ce récap côté Lakers. N'hésite surtout pas d'ailleurs à compléter si jamais tu vois des éléments qui te paraissent manquants, et ça nous permettra donc d'y voir un peu plus clair sur leur été. Donc, les Los Angeles Lakers ont abordé leur été avec un certain nombre de problématiques. Et ce qu'on s'est dit, c'est que ce qui pourrait être bien, c'est d'essayer de cibler 3 points clés côté Lakers, sans parler
de la défense intérieure. On va pas vous faire l'affront de vous rappeler que Luka Doncic est arrivé. On va pas vous faire l'affront de vous rappeler qu'il y a un coach qui s'appelle JJ Redick, qui est nouveau, qui doit continuer son adaptation. On va même pas vous parler du fait qu'il y avait effectivement pas de pivot et qu'il fallait prendre un pivot. L'idée, c'est peut-être plutôt d'aller regarder des éléments de détail du jeu qui étaient assez essentiels côté Lakers la saison dernière, parfois positifs, parfois négatifs, et qui vont venir alimenter justement notre discussion sur les mouvements de l'été et éventuellement sur les mouvements à venir. Premier point qui est à noter sur la saison dernière des Lakers, on va surtout se concentrer sur ce qui s'est passé après le départ d'Anthony Davis et l'arrivée de Luka Doncic. C'est la mise en place d'une défense qui est inquiétée. On se disait qu'avec le départ d'Anthony Davis, les Lakers auraient du mal à continuer à bien défendre. Et en fait, la défense, elle a été plutôt fonctionnelle, voire même très fonctionnelle durant la saison régulière. Ce qui a été un constat un peu paradoxal qu'on a fait parce que l'équipe avait pour le coup beaucoup de carences, notamment dans les joueurs majeurs, avec 2 joueurs majeurs qui sont assez carencés défensivement, c'est Austin Reeves et Luka Doncic, auxquels certains voulaient même ajouter LeBron James, qui, l'âge venant, pouvait aussi être un joueur un peu carencé. Et c'est vrai que cet effectif, il présentait quand même quelques particularités pour construire une bonne défense. À la fois, il manquait de protection intérieure, c'est ce qu'apportait Anthony Davis de façon extraordinaire, notamment avec sa défense de drop, même si on avait vu durant la saison que JJ Redick défendait moins en drop que la moyenne NBA et a accepté le switch. Et en plus, une faible défense du point d'attaque, notamment sur les petits. Quand le point d'attaque, c'est des ailiers comme, je sais pas moi, Giannis par exemple, là pour le coup, ils avaient un peu de matos, mais quand le point d'attaque adverse, c'était un meneur de jeu, c'était souvent Austin Reeves qui était dessus. Et là, pour le coup, c'était assez compliqué. Mais ce qu'on a pu constater durant les quelques mois qui ont suivi, c'est qu'en fait, on a eu une très bonne utilisation de joueurs polyvalents. Je pense à Rui Hachimura, je pense à Gabe Vincent, je pense surtout à Dorian Finney-Smith qui s'est révélé sur la deuxième partie de saison être le joueur XXL de cette défense. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi, Paul. Est-ce que tu connais le différentiel de net rating la saison dernière quand Dorian Finney-Smith est sur le terrain et quand il ne l'était pas? Plus 12. Ouais, plus 12. Ouais, t'es fort, hein. Exactement, Putain. plus 12. Ce qui est quand même colossal, hein, un plus 12 sur un joueur qui était Ouais. peut-être le joueur défensif le plus important de l'équipe. Alors, c'est pas un pivot, mais clairement, son impact était important. Il avait à la fois cet impact défensif et en plus cette optimisation de spacing pour notamment jouer en 5-out. Deuxième élément qui était notable sur cette défense, qui fonctionnait bien, c'était le repositionnement de LeBron James, un peu comme un libéro défensif, avec beaucoup de liberté pour gérer des situations de 2 contre 1, parce que les Lakers aidaient beaucoup, et dans laquelle il s'est plutôt très bien débrouillé. Et la dernière, c'était le pari global de cette défense, qui était de bloquer à fond les lignes de drive, quitte à ouvrir les tirs. Si vous n'avez pas de protection du cercle, votre seul moyen de défendre, c'est d'empêcher le drive. Il faut arrêter le drive avant même qu'il démarre. Et ça, les Lakers le faisaient très bien pour le coup, notamment avec une utilisation très importante, voire excessive. Moi, je pense qu'elle est excessive, des stunts, qui ouvraient énormément les tirs à 3 points. Alors, la défense, elle a bien fonctionné en saison régulière, elle était même vraiment très bonne. Et on s'est dit qu'en playoff, ils allaient pouvoir s'appuyer dessus pour avoir des bons résultats. Sauf que Minnesota, comme toute équipe de playoff, a fortement ciblé les problématiques des Lakers, notamment en utilisant Anthony Edwards par du drive. On a vu Edwards beaucoup driver avec beaucoup de réussite. Et aussi en ayant une très grosse anticipation des stunts pour que les shoots puissent être toujours pris en rythme. On a vu beaucoup les Lakers se faire battre côté ballon sur les aides, notamment dans le corner, durant les playoffs, et c'était très fonctionnel. Et donc, premier enjeu qui se posait pour la saison des Lakers, pour l'intersaison des Lakers, c'était comment rendre cette défense fonctionnelle en saison régulière, également fonctionnelle en playoff, dans un contexte, en plus, où ils allaient perdre probablement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais probablement leur meilleur défenseur extérieur avec Dorian Finney-Smith. Peut-être juste avant de continuer, toi je sais que tu avais plutôt bien aimé ce qu'avaient mis en place les Lakers en saison régulière avec JJ Redick. Je sais pas si tu veux en ajouter 2 mots. Non, bon, on en avait pas mal parlé de toute façon tout au long de la saison sur ce qu'ils avaient fait offensivement et défensivement. Maintenant, bah voilà, ça s'est cassé la gueule en playoff parce qu'il n'y avait pas de continuité dans cet effectif.
parce que J.J. Redick, c'est un coach rookie, donc il y a eu des erreurs comme la mi-temps, là où il fait reposer personne. Donc le fait moi je pensais quand même qu'ils allaient passer un tour parce qu'il y avait suffisamment de talent. Mais au final, tu affrontes une équipe forte qui sont les Wolves qui viennent de faire 2 saisons en finale de conf, donc c'est pas étonnant que ça se casse la gueule. Et on l'avait dit en podcast, on l'avait dit, c'est un peu la série qui va être tout ou rien pour une de deux équipes, et finalement ça a été tout ou rien pour les Wolves et rien pour les Lakers. Oui, et puis les Lakers ont payé probablement un manque de variété dans les schémas défensifs. Non pas de polyvalence, parce que pour le coup, ils avaient beaucoup de joueurs polyvalents défensivement, mais peu de variété dans les schémas défensifs, et les Wolves ont réussi, pour le coup, à bien attaquer ça. Le deuxième élément qui était assez important et qui aide à la problématisation de leur été, c'est qu'ils avaient, et ils ont avec ce roster, une création sur demi-terrain qu'on peut qualifier d'exceptionnel, exceptionnel au sens où en fait il est assez rare de posséder dans un effectif 3 joueurs, en l'occurrence Luka Doncic, Austin Reeves et LeBron James, qui sont des joueurs de niveau supérieur sur la création pour les autres. Et donc c'était un présupposé qu'avaient ces Lakers-là, il fallait réussir à le mettre en valeur. Après le départ d'Anthony Davis, on s'attendait quand même un peu à une chute de l'efficacité offensive parce que malheureusement, il n'y avait plus dans ce roster de partenaires de pick and roll. Et c'est très bien d'avoir des forts joueurs de pick and roll, faut-il encore avoir des partenaires. Et il faut constater aussi que dans ce rôle-là, Jackson Hayes a été plutôt pas mal. Le problème, c'est que les limites de Jackson Hayes fait que c'est un joueur dont il est difficile de donner plus de 15-20 minutes parce qu'il peut vite être très ciblé sur le short roll où c'est pas son point fort et qu'en plus il peut faire vite monter les fautes. Donc on a bien eu une chute de l'efficacité offensive quand même des Lakers sur la deuxième partie de saison, mais une montée en qualité de la gestion des temps forts et des temps faibles, je trouve quand même, et notamment de la gestion des fins de match. Et ça, forcément, c'est la grande plus-value quand tu as 3 joueurs de ce niveau-là, avec un Luka Doncic qui agissait en initiateur principal. C'était plutôt Austin Reeves qui prenait le relais, ou alors qui allait cibler un élément faible sur une défense quand c'était nécessaire. Et en fait, finalement, de manière assez surprenante, celui qui a vraiment vu diminuer sa création pour les autres, c'est LeBron James. Parce que par son profil polyvalent, J.J. Redick l'a plus utilisé presque comme un connecteur par moment. Il a été moins utilisé sur la création, c'est lui qui s'est beaucoup adapté. Et ce schéma a plus ou moins fonctionné. Il a bien fonctionné sur les moments où ils avaient une forte adresse extérieure, pour le coup. Parce que la qualité de bon choix faisait qu'en plus les passes arrivaient dans des bons rythmes. Et donc, si les tirs extérieurs rentraient, ça marchait bien. En plus, sur la saison régulière, la défense marchait bien. Donc, il n'y avait pas besoin de tant de pression que ça sur l'attaque pour que ça fonctionne. Par contre, l'élément négatif qu'on avait constaté sur cette attaque, malgré cette création exceptionnelle, c'est la faible rim pressure de cette équipe. Il y avait une faible capacité à aller au cercle. Du fait de drivers qui sont des bons drivers mais qui ne sont pas des drivers élites. Bon, LeBron James c'est un driver peut-être encore élite, elle est border élite. Luka Doncic est un finisseur élite, mais c'est pas un joueur qui trouve son chemin au cercle sans pivot si facilement. Et Reeves c'est un petit peu pareil. Et de toute façon, quand vous avez plus de grand, votre première pression au cercle c'est le grand. Et donc quand vous avez plus de grand, forcément vous perdez énormément en protection au cercle. Et donc ils étaient un peu dans cette ambivalence d'avoir beaucoup de création extérieure sur demi-terrain, mais finalement peut-être pas toutes les armes pour les exploiter. Et donc ça faisait partie des sujets de l'été. Dernier élément qui était important lorsqu'ils attaquaient cet été-là, c'est globalement, on a senti une attaque qui n'était pas totalement en place. Et ça c'est assez normal finalement, c'est lié au fait que l'effectif n'est pas un vécu très important, qu'il n'y ait pas eu non plus de pré-saison pour construire des schémas de jeu. Et donc forcément, une fois que Luka Doncic est arrivé, ce temps d'adaptation a dû s'opérer. Et c'est vrai qu'on a constaté dans l'attaque des Lakers quand même des problèmes d'alternance, notamment dans les moments forts. D'abord parce que tu n'as pas d'arme de pick and roll. Et quand tu n'as pas d'arme de pick and roll, qui est le play le plus courant du basket, c'est dommageable. Enfin, forcément, c'est dommageable et forcément, c'est impactant. Et surtout que ce manque de partenaires de pick and roll a quand même conduit à avoir une utilisation de l'isolation dans les temps forts qu'on pourrait qualifier d'excessive. Tu as donné en exemple d'ailleurs ce match contre Minnesota où les titulaires n'étaient pas sortis. C'était quand même une caricature d'isolation sur la deuxième mi-temps où Luka Doncic avait enchaîné les isolations. Et c'était plutôt en décalage d'ailleurs avec ce qu'on avait vu avant le trade. On avait vu une équipe des Lakers développer des schémas de jeu avec J.J. Redick qui étaient plutôt intéressants.
et avec plutôt une bonne alternance des formes de jeu. Et là, c'est vrai qu'on l'avait totalement perdu. Et la question qui se pose autour de tout ça, c'était forcément de se dire, est-ce que c'est lié au temps d'adaptation que tu dois avoir quand tu as Luka Doncic, ou est-ce que c'est inhérent au fait d'avoir Luka Doncic dans ton effectif? Et moi, ça fait partie des sujets que j'aimerais bien qu'on aborde tous les deux, aussi quand on va aborder les questions de cet été. Moi, c'est les 3 points, tu vois, qui me semblaient être importants pour eux et essentiels quand tu abordes l'été. Est-ce que toi, tu en voyais un autre? Évidemment, il y a la question du big, mais elle est évidente, c'est pas une question de jeu, c'est une question de roster. Avant que soit entamée l'intersaison, est-ce que toi, tu t'étais noté, tu vois, un autre point clé que tu allais regarder sur cette intersaison? Tu peux résumer tes 3 points, s'il te plaît? Eh ben, les Comme 3 ça, points, c'est... du coup, le premier, c'est cette question de la défense. Comment rendre cette défense qui était fonctionnelle en saison régulière, la rendre un peu plus déjà transposable en playoff et peut-être un peu plus polyvalente. La deuxième, c'était comment mettre à profit cette création sur demi-terrain que tu as pour vraiment la rendre profitable. Et la dernière, c'est finalement, est-ce que cette attaque qui n'était pas en place, tu es capable de construire des formes de jeu plus variées qui évitent d'avoir que de l'isolation, ou est-ce que c'est finalement un peu inhérent au fait d'avoir Luka Doncic de jouer comme ça, quoi? Non, mais ouais, c'est les 3 plus gros points, parce que de toute façon, la raquette intérieure, ça va à chaque fois, surtout dans les 2 premiers points, quoi. Exactement. Donc, Ouais, tout à fait. voilà. Ouais, tout à fait. Voilà, je m'étais dit, les questions, tu vois, qu'il fallait qu'on se pose, c'était comment construire une défense réplicable, comment retrouver un jeu un peu plus méta aussi, pour le coup, et comment équilibrer un peu mieux ce roster pour justement permettre d'avoir tout ce qu'il faut. Peut-être ce qu'on peut juste faire, Paul, avant qu'on aborde dans le détail ce qu'on a vu sur cet été, c'est juste un petit bilan de qui est arrivé et qui est parti. Et c'est vrai que quand on fait ce bilan, côté exit, en fait, il y a un seul vrai gros départ. Mais le problème, c'est qu'il est XXL. Et je serais curieux d'avoir ton avis d'ailleurs sur Dorian Finney-Smith. Mais donc, en résumé, départ du roster, c'est Dorian Finney-Smith, Jordan Goodwin, qui avait eu un rôle intéressant, mais dont on pressentait qu'il allait être limité en playoff. Alex Len, et il me semble que c'est Markieff Morris, le dernier spot qui est enlevé. C'est jamais simple de retrouver d'ailleurs qui sont les joueurs qui ont été enlevés. Et les joueurs arrivants, c'est DeAndre Ayton, c'est Marcus Smart, c'est Laravia, et c'est un petit rookie, Aboutiero, on verra s'il aura du temps de jeu, mais qui a été ajouté, qui est plutôt un profil toi, je sais pas si tu le connais, un peu à la Vando, non? C'est ça, hein? Ouais, ouais, pas trop quand même, c'est pas trop le même profil, mais c'est plus un surathlète qui a des qualités balle en main, donc D'accord, ok. c'est pas trop le cas de Vando, quoi. Moi, Mais j'avais noté que c'était un surathlète, fort défenseur, assez carencé en attaque sur le tir. J'avais compris ça, mais je l'ai jamais vu ouais, jouer, moi. par rapport au tir, ouais. Mais Vando, il a un profil tellement particulier que c'est dur de le comparer. Déjà, Mais peut-être... ce qui est bien, du coup, c'est que tu peux, vu que tu as drafté Aboutiero, tu peux aussi foutre Vando plus facilement dans un trade, quoi. Tout à fait, ouais. Peut-être juste avant qu'on démarre sur dans quelle mesure tu vois les premiers trades ont répondu aux différents besoins, peut-être la première question que je peux te poser, c'est toi quand tu as vu le départ de Dorian Finney-Smith, qu'est-ce que tu t'es dit côté Lakers? Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison l'année dernière? Et voilà, c'était pas mal ça. Moi, j'étais surpris quand même qu'il le prolonge pas. Parce que quand il arrive la saison dernière, bon, déjà, il sacrifie quand même des assets. C'est des seconds tours, mais ça reste des assets. Et ouais, il avait été ultra impactant. On l'a dit, il a eu un on-off de plus 12. Ça a été un des trades les plus intéressants de la mi-saison. Il fait une grosse fin de saison. C'est pas le 3&D Rolls-Royce de la ligue, mais pour moi, c'est quand même un 3&D élite dans Dorian Finney-Smith des deux côtés du terrain. Et je trouve ça dommage. Après, on sait que ils veulent avoir beaucoup de marge de manœuvre, les Lakers, parce que c'est historiquement comme ça pour potentiellement signer des mecs. Mais en fait, Dorian Finney-Smith, même si tu l'avais prolongé, tu aurais pu très bien le trade contre des contrats expirants. Si tu veux, si tu es optimiste sur une free agency parce que tu veux signer des mecs, tu aurais pu le trade contre des contrats expirants, quoi. Donc, je veux bien que les Rockets t'aient signé pour 4 ans, ce qui fait que t'as pas envie de l'avoir jusqu'à ses 36 ans, mais sur du court terme, il aurait fallu le garder. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il a signé un contrat long avec les Rockets, mais avec un pourcentage du cap qui est quand même assez bas. Pour le coup, parce qu'on est que sur 8% du cap la première saison et on finit en dessous des 7% sur la quatrième saison. Donc effectivement, c'était assez faible. L'enjeu pour les Lakers, il faut regarder dans le détail, mais c'était de ne pas passer au-dessus du second apron qui les aurait pour le coup
un peu bloqué s'ils voulaient faire quelques mouvements, ce qu'ils ont d'ailleurs pu faire par ailleurs. Écoute, moi quand j'ai vu le départ de Dorian Finney-Smith, je pense qu'on était vraiment sur le troisième joueur le plus important du roster, je pense, si tu prends la saison dernière. Évidemment, les LeBron James et Luka Doncic sont des joueurs plus importants, mais dans ce roster-là, il était presque plus important, je pense, qu'Austin Reeves, pour le coup, parce que c'est celui qui rendait notamment ce système sans intérieur viable, parce que sa connexion défensive, excellente compréhension des rotations défensives, grosse mobilité, des bras très très longs, donc couvre beaucoup de terrain, permettait un peu de compenser le fait de ne pas avoir de grand, et en plus de l'autre côté de donner quand même une belle adresse extérieure, parce que pour le coup c'est un bon shooter, et c'est pas un mauvais driver sur l'attaque des close-out en plus. Donc dans un système un peu 5-out, il était vraiment intéressant. C'est un joueur hyper moderne. Moi je pense que c'est une excellente prise de la part des Rockets. Et effectivement, moi quand je l'ai vu partir, le premier truc que je me suis dit, c'est il faut absolument pour les Lakers remplacer ce joueur-là, parce que ce qu'il a montré durant la saison, c'est que dans le système défensif de JJ Redick, il était absolument essentiel, quoi. Donc pour le coup, je suis plutôt très raccord avec toi. Ça a été un élément un peu inquiétant, d'autant que pour le coup, il a été remplacé par un joueur, tu sais, un peu déjà poste pour poste et vraiment dans la foulée. C'est Jack LaRavia. Je sais pas si tu as un avis toi sur Jack LaRavia, mais moi c'est un bon shooter, mais tu vois, pour moi on est vraiment sur un très gros cran en dessous de Dorian Finney-Smith. Alors après, ils l'ont eu 2 fois moins cher aussi. Moi, je le trouve cool, Laravia, mais ouais, c'est une pâle version de Finney-Smith, quoi. Après, moi, tu vois, genre, quand ils perdent Finney-Smith, je savais qu'ils allaient clairement pas avoir un joueur du même calibre. Bien sûr. Parce que tout le monde était parti. Donc, à part si tu fais un trade où tu sacrifies des pics, on en reparlera après, mais c'était sûr que t'allais pas avoir un joueur du même calibre. Après, Laravia, moi, je trouve que défensivement, il est pas si inintéressant que ça. Je trouve que sur son poste, il est plutôt bon en aide, notamment. En tête de raquette, je trouve qu'il fait quand même des très bonnes choses. Et c'est un shooter plutôt solide, mais il n'y a pas un gros volume. Mais oui, c'est sûr que c'est une downgrade. Après, on a vu beaucoup d'équipes par moment perdre des 3&D. Et au final, le niveau plancher est toujours assez haut. Je pense que sur la régulière, ça va pas trop se voir. Puis c'est pas comme si sur les playoffs, les Lakers, ils ont fait finale NBA l'année dernière, quoi. Donc, mais bon, l'Aravia, il a déjà 23 ans, donc il n'a pas non plus énormément d'upside. Donc ce sera du court terme et peut-être, et encore une fois, pas du long terme, quoi. Ce qui est intéressant par contre dans le reste de l'été des Lakers, c'est après on va rentrer un peu dans le détail, mais c'est qu'ils ont fait 2 gros coups quand même. Parce que au budget où ils les ont pris, déjà c'était assez inattendu. Alors c'est des joueurs avec des gros points d'interrogation, mais ils ont récupéré DeAndre Ayton. Je pense que si tu demandes à toute la Lakers fan, si on leur avait dit qu'à un contrat, je crois que c'est un contrat minimum ou pas loin, il a même pas une mid-level, ils ont récupéré DeAndre Ayton, qui il y a encore 3 ans faisait partie vraiment des pivots avec une belle cote, même si sa cote a fortement diminué à Portland, et je pense qu'on va reparler de lui dans le détail, mais pour le coup il y a pas mal de points d'interrogation, mais c'est quand même un joueur intéressant. Et un deuxième joueur qui sort d'une saison de 18 derniers mois très compliquée, mais qui est quand même un joueur référencé, c'est Marcus Smart. Avant qu'on rentre dans le détail de ces 2 joueurs et dans quelle mesure ils répondent aux besoins qu'on a identifiés pour les Lakers, qu'est-ce que toi juste tu t'es dit quand tu as vu ces 2 signatures? Bah moi, je me suis dit surtout qu'ils ont fait que un gros coup et pas 2. Pour moi, le gros coup, c'est DeAndre Ayton à 8 millions d'années, hein. Parce que Marcus Smart, ces 2 dernières années, il n'y a rien. Il fait que se blesser, il rentre pas ses 3 points. Alors ouais, ok, défensivement, c'est sûr que ça sera le jour et la nuit par rapport à ce qu'ils avaient sur le backcourt. Mais je sais pas, j'ai du mal à croire que Marcus Smart, à son âge, là, il peut encore enchaîner, vu que ça fait 2 ans qu'il enchaîne pas, quoi. Il résout vraiment pas des problèmes de spacing, parce que avec le départ de Finney-Smith, t'as aussi des problèmes de spacing. Ouais, je pense qu'on va revenir dans le détail dessus. Je suis un peu comme toi, moi je suis un peu limité sur Smart parce qu'en plus, certes, il remplace Dorian Finney-Smith dans leur idée, dans le profil, mais Dorian Finney-Smith avait un gros apport, c'était sa taille, qui permettait aux Lakers de construire des 5 qui étaient assez grands pour le coup, et pour compenser notamment les problématiques défensives, notamment sur les couvertures de terrain, c'était très intéressant. Marcus Smart, c'est pas ce profil-là. Pour le coup, il est plus petit, il couvre moins de terrain. Alors après, c'est un cerveau défensif très intéressant. Mais effectivement, c'est un profil un peu différent. Bon, je te propose qu'on rentre un petit peu dans le détail et qu'on essaye de se dire dans quelle mesure, tu vois, les premières arrivées répondent aux différents besoins qu'on a pu identifier. Et ben justement, je te propose qu'on traite peut-être le premier cas DeAndre Ayton, qui est là pour répondre à 2 problématiques, je pense, côté Lakers. La problématique de la protection de cercle et la problématique de
retrouver, tu sais, un jeu un peu plus méta, notamment avec le jeu de pick and roll. Peut-être que ce qu'on peut se dire sur DeAndre Ayton, je pense que pas grand monde l'a vu jouer ces 2-3 dernières saisons, surtout ces 2 dernières saisons où il était à Portland. Donc on peut peut-être se faire un petit récap rapide du profil de DeAndre Ayton. DeAndre Ayton, c'est un joueur qui est arrivé en NBA avec une énorme cote, premier de la draft, d'une draft d'ailleurs énormissime. Il était vendu un peu comme un profil à la Team Duncan. Le constat qu'on peut en faire, je sais plus, on doit être 5 ou 6 ans, maintenant 6 ans je pense après son arrivée en NBA, peut-être même 7, 2018 je crois, la draft. Donc ça doit être 7 ans après son arrivée en NBA, c'est que on a un profil de pivot un peu étonnant. C'est un pivot avec des mensurations qui sont hyper intéressantes, mais qui pour autant a une protection de cercle, et ça je suis curieux d'avoir ton avis, qui est pas énorme. Ça a été pas mal par séquence aux Suns, mais globalement, il n'a jamais affiché des dispositions défensives qui étaient excellentes. Il est assez bas d'ailleurs quand vous regardez un peu les stats clés, mais bon, c'est pas les plus intéressants, je trouve, défensivement. Mais sur les contres, il est 50e pourcentile, donc il est juste mid. Et sur les interceptions, il est 41e pourcentile à son poste, donc il est même en dessous de la moyenne. Donc on est sur un défenseur qui n'est pas d'une énorme intelligence, mais qui propose un corps qui est intéressant. Et offensivement, on est sur un gars qui a une très faible efficacité offensive. Il était 42e pourcentile la saison dernière. Mais non pas parce qu'il manque de main, mais plutôt parce qu'il a une sélection de tir qui a toujours été problématique et qui est devenue de plus en plus problématique avec le temps. Et ça, pour le coup, je pense que c'est le point sur lequel les Lakers veulent beaucoup miser. En fait, on constate notamment côté DeAndre Ayton, c'est que depuis qu'il joue plus avec Chris Paul, il y a une énorme baisse de sa fréquence au cercle qui a énormément chuté. Tant et si bien que la saison dernière, il était 44e pourcentile sur la fréquence au cercle. Alors que quand il est au cercle, pour le coup, il est très efficace. Donc il y a un sujet de comment tu arrives à le ramener près du cercle. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'arrivée de DeAndre Ayton là, sur ces deux problématiques ? Est-ce que tu penses qu'il peut régler ces problèmes-là ? Peut-être qu'on peut commencer par l'attaque. Comment tu vois l'intégration de DeAndre Ayton dans cette attaque ? Tu vois, là, j'étais en train de regarder donc, sa fréquence au cercle. Et en fait, la fréquence au cercle de DeAndre Ayton, elle a commencé à énormément baisser dès 2021. C'est-à-dire, juste après les finales NBA, je crois qu'il a signé, je sais plus en quelle année il a signé son contrat, en 2021 ou en 2022. Ouais, non, c'est en 2022. Donc, dès 2021, pour la saison 2021-2022, en fait, il passe de 53% de tirs au cercle à 32, quoi. Mais non, mais pour moi, le vrai apport de DeAndre Ayton, il sera en attaque, il sera pas en défense. Alors, évidemment qu'il va faire énormément de bien à la raquette quand même en défense, parce que c'est un gars qui a toujours été en double-double de moyenne. Et prendre des rebonds, ça compte quand même en défense, même si c'est vrai qu'on a tendance à dire que ça compte pas, mais je trouve quand même que ça compte, un mec qui est capable de batailler au rebond. Mais sur la protection de cercle, on avait vu des flashs vraiment cool en début de carrière, mais finalement, il a jamais eu de régularité. C'est pas un mec qui va te dominer sur la protection de cercle. Tu sais que quand tu as DeAndre Ayton, il te faut quand même un autre joueur à côté ou alors devant lui dans la rotation pour justement protéger le cercle, parce que lui, il le fera pas. Maintenant, offensivement, moi, je suis très curieux de voir, parce que là, comme tu l'as dit, il tournait quand même à 17-18 points de moyenne avec Chris Paul. Là, avec Luka et LeBron, il peut facilement tourner. Alors, il aura moins de tickets shoot, mais à 16-17 points de moyenne quand même, je pense. S'il a du temps de jeu et s'il n'y a pas grand monde dans la rotation devant lui. Parce que tu as un joueur avec des grosses qualités athlétiques, tu as un joueur avec un vrai toucher à mi-distance. Donc, il y aura du pick and pop, il y aura du pick and roll avec Luka et LeBron. Donc, la vraie plus-value de DeAndre Ayton, elle est là. Et avoir un joueur aussi talentueux offensivement à 8 millions de dollars la saison, c'est un vrai plus. Évidemment mieux que d'avoir DeAndre Ayton que d'avoir personne, comme c'était le cas l'année dernière. Mais il y a encore du boulot. Et je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense quand même que on en reparlera peut-être plus en détail, mais ils ont quand même besoin devant lui d'avoir une autre grosse rotation à l'intérieur. Ce sera peut-être pas possible parce qu'ils voudront peut-être pas envoyer des pics, ils ont peut-être pas les joueurs suffisamment forts sous contrat qui intéresseraient des équipes. Mais j'ai envie de dire DeAndre Ayton en backup, ce serait incroyable. En titulaire, ce serait pas si ouf que ça, quoi. Alors effectivement, je trouve que sur l'attaque, le premier truc qu'on peut dire, c'est à ceux qui imaginent, tu vois, une explosion de l'efficacité de DeAndre Ayton parce qu'il joue avec LeBron James et avec Luka Doncic. Moi, je mettrais un peu de mesure parce que c'est un joueur qui, de toute façon,
a toujours été assez facétieux en fait dans son attaque, quand bien même à une époque il jouait avec Chris Paul et Devin Booker. Et je parle même pas de la saison 2021-2022 où effectivement tu as l'impression qu'il n'était pas très bien câblé dans cette saison. En fait, tu as une seule vraie saison avec une forte fréquence au cercle, mais c'est un joueur qui a quand même une fâcheuse tendance, tu sais, sur le roll en fait, à s'arrêter et à aimer faire un hook. Tu vois, c'est pas un mec qui a l'explosivité, il a pas le truc d'Anthony Davis déjà par exemple, de toujours vouloir aller chercher le cercle. Il peut vite avoir cette tendance de toujours vouloir chercher le hook. Donc, je pense pas qu'il faut s'imaginer une explosion de l'efficacité offensive, ou comme on a pu le voir, tu vois, il faut pas imaginer, tu vois, un Derek Lively ou un Daniel Gafford, tu vois, ça sera pas ça, parce que c'est pas son style de jeu offensif et qu'il va pas changer son style de jeu offensif. C'est trop tard maintenant. On le connaît le joueur. Enfin, ça va pas bouger là-dessus. Et donc sur la partie offensive, c'est vrai que je trouve qui devrait être en capacité, tu vois, d'apporter de la rim pressure et d'aider un petit peu à donner de la liberté à Luka Doncic et à LeBron James, mais il n'y aura pas d'explosion. Mais je trouve que ce qui est intéressant pour les Lakers, c'est que, enfin LeBron James, ça serait peut-être plutôt Austin Reeves, c'est qu'un des gros problèmes qu'ils avaient, c'est qu'ils ne pouvaient pas jouer de pick and roll, parce qu'ils avaient des joueurs tellement faibles en fait dans le roll, que du coup les défenses tout de suite les prenaient à deux, en fait, le porteur. Et pour moi, le principal atout que doit avoir DeAndre Ayton dans cette attaque-là, c'est de redonner de la liberté au porteur de balle. Parce que tu as raison, DeAndre Ayton, ça reste un joueur qui est capable de produire 17-18 points de moyenne à des efficacités qui sont correctes, et donc les défenses, elles vont jamais le laisser complètement seul. À l'inverse, un Jackson Hayes, la défense, elle peut totalement le laisser tout seul, tu vois. Ça sera pas le cas avec DeAndre Ayton. Donc je trouve sur cette partie-là que c'est plutôt intéressant. Maintenant, à la question que tu poses, et on reviendra après sur la défense, mais à la question que tu poses, est-ce que la seule arrivée de DeAndre Ayton est rassurante ? Et je dis pas est positive, est rassurante. Moi, la réponse que j'y apporte, c'est non. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'aurais adoré avoir DeAndre Ayton dans une rotation à 3 intérieurs. Parce que je trouve aussi que Jackson Hayes, c'est un joueur intéressant à avoir dans une rotation. Je trouve que c'est un joueur qui a montré, notamment sous JJ Redick dans la première partie de saison l'année dernière, que sur des courtes minutes, en fait, il est devenu viable avec le temps. Il n'est pas sur des gros segments. Mais tu sais, tu as 2 joueurs dont tu sais pas trop ce que tu vas avoir. J'aurais bien aimé, tu vois, qu'il y en ait un troisième un peu plus fiable et que tu tournes sur une rotation à 3. Sans compter le fait que je pense que faire toute une saison à 2 intérieurs, c'est un peu faible pour le coup. Tu vois, il y a eu pendant un long moment la rumeur Al Horford. Sur le profil, j'aimais pas trop en complémentarité avec Luka Austin Reeves, mais je trouve que ça te permettait, tu vois, d'avoir 3 profils différents, et tu te dis dans les 3, tu vas bien avoir des passages dans la saison où l'un va être bon, l'autre va être bon, il y en aura toujours 2 sur 3 qui vont être ok, quoi, tu vois. Bah après, le Al Horford en soi, ils l'ont déjà avec Maxi Kleber, mais Faut respecter Al Horford quand même, c'est un autre niveau. oui, non, mais attends, mais oui, mais Al Horford, il a 40 ans quand même. Mais enfin, je vois pas trop l'intérêt pour les Lakers de signer Horford. Après, Kleber, le problème, c'est qu'il est tout le temps blessé, donc on ne voit jamais à l'œuvre. Mais je trouve que c'est quand même une vraie. Ça a été une vraie plus-value pour les Mavs pendant longtemps, parce que justement, il était capable de stretch. Avec son 2m10, il était capable de stretch en défense, et c'est de switch, pardon. Et ça s'est vu en playoff, et c'était quand même une vraie plus-value. Mais oui, pour moi, en fait, le but, c'est d'avoir une vraie rotation. Parce que comme tu l'as dit, Jackson Hayes en deuxième, en premier backup en fait sur le poste de pivot, pour moi c'est trop light quand tu as vraiment des ambitions. Mais en troisième rotation et DeAndre Ayton en deuxième, là oui. Mais il faut un titulaire quoi. Et le problème aussi avec Ayton, on l'a pas dit, mais il est quand même souvent blessé depuis le début de sa carrière. La deuxième saison, il loupe la moitié des matchs. Les 2 dernières saisons, il joue 55 et 40 matchs. Donc bon, ok, il y avait le contexte Blazers, une équipe qui tankait pas, mais qui reconstruisait. Donc, tu as moins l'envie d'être sur le terrain. Mais je sais pas s'il est vraiment capable de jouer 70-75 matchs, parce que s'il loupe à nouveau une moitié de saison, ce sera vraiment pas suffisant, quoi. C'est vrai que tu as quand même raison de noter Maxi Kleber, parce que faut quand même se rappeler ce qu'était Maxi Kleber aux Mavs. C'est un joueur dans lequel les Mavs comptaient beaucoup quand même, hein. Pour le coup, c'est-à-dire que même sur la période de Daniel Gafford et Derek Lively, il avait du temps de jeu, pour le coup, parce qu'il apportait une bonne compréhension des schémas défensifs, et effectivement, il arrive à stretch un petit peu. Le vrai problème, effectivement, avec Maxi Kleber, c'est que, je crois que j'avais retrouvé ce truc-là, Jason Kidd avait même dit qu'il avait jamais vu ça de sa vie, un mec qui a à ce point, qui enchaîne à ce point les grosses blessures, et il a enchaîné beaucoup de grosses blessures, pour le coup, qui l'ont fortement handicapé, mais on sait que c'est un joueur intelligent. Moi, peut-être que c'est vraiment un point.
qui me paraît important parce que je pense que les Lakers, s'ils veulent finir leur roster, ils vont avoir besoin de faire un trade pour un pivot. Notamment parce que, on l'a dit, mais JJ Redick, c'est pas un coach qui aime user et surabuser du deep drop. Il aime bien demander à ses pivots quand même de switcher un peu par moment, de changer de format défensif par moment et donc une certaine compréhension de jeu. Et moi j'avais trouvé, tu vois, la saison dernière que la saison que faisait Anthony Davis défensivement, elle était vraiment intéressante parce qu'il était aussi utilisé sur sa polyvalence. Et j'ai peur, tu vois, que Jackson Hayes et DeAndre Ayton aient du mal sur les schémas qui sont autres que des schémas de deep drop et que du coup les Lakers repartent sur des séquences un peu trop longues sur, tu sais, du big small ball, là, tu vois, des rosters un peu, en tout cas à minima avec un poste 5 qui est un ailier. Et j'ai un peu peur de ça. Et je pense qu'ils ont besoin d'aller chercher un pivot qui est capable de switcher un peu en défense et d'apporter un peu de rim pressure, ce qui coûte très cher pour le coup. Mais c'est à la fois pour des questions de blessure, mais aussi à la fois pour des questions de préférence de système de JJ Redick que je trouve qu'il manque un dernier pivot. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel point tu es prêt à faire des sacrifices pour ce pivot. Parce que tu vois, là, j'ai une liste de pivots que je m'étais faite devant moi. Et honnêtement, je pense que la plupart des pivots qui peuvent être disponibles, bon, ils coûteront pas forcément cher, mais c'est pas non plus des pivots qui vont te mettre dans une autre sphère, quoi. Tu vois, je pense à un Claxton, à un Isaiah Stewart, à du Goga Bitadze, à du Walker Kessler. C'est cool, c'est sans doute titulaire aux Lakers devant DeAndre Ayton, mais c'est pas non plus des mecs qui vont te faire passer un cap. Mais bon, c'est déjà ça, quoi. Mais je pense qu'en fait, ce dont ont besoin les Lakers, de toute façon, ils ont acté. Ce qui est intéressant, c'est de se projeter dans des schémas réalistes. Quand on se projette dans un schéma réaliste, ce qu'il faut se dire, c'est que DeAndre Ayton sera de toute façon le pivot titulaire de cette équipe. Ils sont partis sur cette option-là, donc ça sera lui, ils l'ont sûrement convaincu de cette façon-là, et donc ils vont démarrer la saison avec ça. Je pense qu'effectivement, leur besoin, c'est d'avoir un pivot qui leur permet de conserver un pivot sur des schémas défensifs qui sont autres que du deep drop. Et donc là-dedans, effectivement, t'as pas besoin non plus d'aller chercher un top pivot. Tu vois, je prends les noms que tu m'as donnés. Claxton, c'est super intéressant. Moi j'aime, je pense même que j'aime plus Claxton que toi. Notamment parce que je trouve que défensivement, il est vraiment très fort. En attaque, il est moins fort qu'un DeAndre Ayton. Mais tu vois, ça serait génial d'avoir un Claxton. Mais je suis pas sûr qu'ils aient besoin de dépenser autant par rapport à ce qu'il faut avoir pour avoir un Claxton. Bitadze, je pense qu'il a une grosse cote quand même à Orlando et qu'il est pas simple à bouger. Isaiah Stewart, pourquoi pas. Moi j'aimais vraiment bien l'option Horford parce qu'Horford il peut switch, justement, notamment sur les ailiers. Sur des séquences, il peut le faire. Mais ce qui est compliqué côté Lakers, c'est que en fait, leur marge de négociation sur les trades, c'est soit tu as une très grosse valeur marchande, c'est Austin Reeves, qui est sans doute même un peu moins forte que l'année dernière, mais qui est une très grosse valeur marchande, soit tu as des valeurs marchandes qui sont très très basses, tu vois. Donc tu es un peu dans un cas où soit tu trades Austin Reeves, mais si tu trades Austin Reeves, tu as envie d'aller sur un starter, ça serait trop dommage de lâcher Austin Reeves pour un non-starter. Soit les mecs qui te restent dans des possibles trades, ben c'est Dalton-Knecht, mais je suis pas sûr que je suis pas sûr que la valeur de Dalton-Knecht elle soit si haute que ça. C'est Vanderbilt, mais Vanderbilt, je pense que sa valeur elle est pas si haute que ça parce c'est un joueur à énorme compromis qui est très souvent blessé. Et le dernier, c'est Rui Hachimura, mais le problème de Rui Hachimura, c'est qu'ils ont déjà perdu Dorian Finney-Smith et je les vois pas se séparer aussi de Rui Hachimura, tu vois. Et je trouve qu'en fait, ils sont dans une situation où soit ils acceptent un downgrade avec Austin Reeves pour avoir quelque chose qui correspond plus à ce dont ils ont besoin, soit ils sont un peu coincés, quoi. Parce que le but, ouais, moi je suis d'accord que Hachimura, faut pas le foutre dans un trade, surtout qu'il lui reste qu'un an de contrat. Après, il peut partir à libre. T'as peut-être pas envie, enfin, t'es peut-être pessimiste sur le fait qu'il va partir libre. Mais oui, en l'état, pour moi, ils ont quand même deux gros besoins. C'est le poste de pivot titulaire et du coup remplacer Dorian Finney-Smith par un 3&D élite. Donc on peut imaginer que pour un des deux, ils vont peut-être sacrifier les contrats de Kleber et Vanderbilt, mais comme tu l'as dit, en fait, la valeur, elle est trop négative, donc tu seras obligé de compenser avec des pics. Et est-ce que tu as envie de sacrifier des pics pour cette équipe-là avec Luka et LeBron? Bah honnêtement, je sais pas, parce que Luka, tu auras peut-être envie d'optimiser les années Luka, mais dans 2 ans, quand il y aura une autre superstar, où tu pourras, enfin, si jamais tu en prends une, parce que tu verras plus sur du long terme. Et ensuite, il y a la question de Austin Reeves, parce qu'on a vu les limites d'Austin Reeves en playoff. Et en fait, j'ai l'impression que s'ils arrivent, les Lakers,
à avoir, ne serait-ce que l'année prochaine, encore un an de LeBron. Et si en plus en 2027, tu vois, ils prennent un autre gros joueur, on en a un peu parlé, tu vois, on a fait un podcast là sur le top 10 des meilleurs duos. On a dit, bah, on entre dans une ère où en fait, avoir une troisième grosse option offensive, ça sert pas forcément à quelque chose. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un sujet aussi avec le contrat de Austin Reeves, parce qu'il va être sous contrat sans contrat dans un an. Après, je me dis, de toute façon, même s'il le prolonge à 30 millions l'année, qui est peut-être un peu trop par rapport à son profil et par rapport au contexte des Lakers, en soi, il peut apporter quand même beaucoup de valeur dans un autre effectif. Donc, je pense pas que ce sera un contrat qui sera dur à trade. Je pense que même si tu prends, même si LeBron reste, par exemple, l'été prochain et que tu le prolonges, et qu'ensuite tu as une autre star qui vient, tu peux toujours l'échanger contre des role-players et tout. Mais du coup, moi, je te pose la question, est-ce que toi, tu penses que ils vont envoyer les picks, enfin des firsts pour aller améliorer l'effectif? Parce que pour l'instant, ils envoient que le first 2027 et le 2029. Le 2027, c'était pour lâcher Westbrook à l'époque. Et 2029, c'était pour dans le trade de Luka. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à pigeonner les Mavs, donc ils ont encore ils ont encore quelques firsts, mais ils en ont pas tant que ça. Et donc du coup, est-ce que toi, tu vois les Lakers les trades cette année? Ouais, effectivement, c'est important de rappeler le contexte dans lequel sont les Lakers pour comprendre leur marge de manœuvre. Tu l'as rapidement esquissé, juste pour qu'on soit bien au clair. En gros, il y a deux éléments importants à comprendre dans le contexte des Lakers. C'est la Free Agency 2027, qui pourrait correspondre en plus plutôt bien avec la fin de carrière de LeBron James. Où pour le coup, il y a des gros free agents. C'est toi, tu avais la liste, mais je crois qu'il y a Giannis, il doit y avoir Jokic. Bon, après, ça fait un moment qu'on n'a pas vu des free agents, à part Paul George, mais ça fait un moment qu'on n'a pas vu des gros free agents ne pas prolonger avec le nouveau CBA. Ils prolongent tous quand même. Mais en tout cas, il est censé Les avoir deux des. gros, ouais. Ouais, il est Les deux censé. gros, c'est Giannis Jokic. Il y aura du Donovan Mitchell aussi. Et après, bon, ce sera du Kyrie, du Butler et du AD, mais ils auront peut-être aux alentours des 35 ans, donc je sais pas si ça intéressera forcément les Lakers. Mais ouais, les deux gros, c'est Giannis Jokic. Et on va dire, allez, Donovan Mitchell en plus. Et donc, dans ce contexte-là, la question c'est est-ce que les Lakers veulent arriver de manière optimisée à cette free agency ou pas? Si la réponse c'est oui, effectivement, il faut avoir des trades. Il faut peut-être ne pas prolonger Austin Reeves, qui viendrait amputer un peu ta capacité à aller récupérer un free agent. Et donc, auquel cas, Austin Reeves, ça pourrait être intéressant de le trade assez rapidement. Parce que t'as pas à te poser la question de sa prolongation, l'équipe qui le prend, elle sait qu'elle va le prolonger. T'es pas non plus encore dans une période où sa valeur est trop basse, etc., etc. Et donc ça peut être intéressant. Je pense que, en tout cas, à la question que tu poses, la réponse, en fait, ils y ont répondu, hein. Pour le coup, on l'a la réponse. Pelinka a dit qu'ils n'allaient pas construire un effectif, ils n'allaient pas lâcher tous leurs assets pour cet effectif-là. C'est bien pour ça qu'il y a eu cet été aussi mouvementé autour de LeBron James, ces désaccords. C'est parce que les Lakers ont affirmé qu'ils allaient certainement pas, et ce qu'ils font quand même depuis quelques temps, lâcher tous leurs assets pour cet effectif-là. Donc je pense qu'ils ne le feront pas. Je pense que l'effectif, en toute sincérité, va pas bouger. Je pense qu'il va rester comme ça. Et que la seule vraie marge, c'est en fonction de comment la saison évolue, c'est Austin Reeves. Je pense que c'est ça leur vraie marge. C'est ce qu'ils vont faire avec Austin Reeves. Je ne serais pas surpris, tu vois, que s'il y a un contexte où tu arrives à avoir un package avec un bon pivot capable de switch et surtout un bon free and D, ils acceptent de lâcher Austin Reeves. Mais je suis vraiment pas sûr, hein, parce que on l'a vu, LeBron James, c'est plus trop un initiateur, hein. Tu vois, les derniers mois, c'est plus vraiment un initiateur, hein. Le deuxième initiateur de cette équipe, c'était vraiment Austin Reeves, hein. Donc, donc pour le coup, à voir quoi. Toi, tu penses qu'ils vont faire quoi niveau trade pour aller compléter ce secteur intérieur? En fait, je suis assez d'accord. Je pense que ça dépendra de l'évolution de la saison. C'est-à-dire, si dans la conférence Ouest, en fait, ils galèrent un peu, je serais pas étonné qu'ils mettent un first protégé plus le contrat de Vanderbilt et Kleber pour soit une meilleure rotation au poste de pivot, soit un meilleur 3D. Après, on sait que les Lakers, de toute façon, s'il y a des joueurs qui seront cut, c'est eux qui vont les prendre. De toute façon, c'est soit les Clippers, soit les Lakers. Donc, ils arriveront peut-être à récupérer de la profondeur au fur et à mesure de la saison s'il y a des mecs qui se font cut. Maintenant, bon, le problème des Lakers, c'est que la profondeur, en soi, ils l'ont, je trouve, mais c'est la qualité qui est un peu moins présente, quoi. Et c'était le cas des dernières années post-titre, je trouve, où il y a toujours eu de la profondeur, mais un manque de qualité, quoi. Et ouais, je serais pas étonné que si ça se passe mal, ils prennent un peu des risques quand même pour pas bousiller la saison. Mais s'il y a le combo Luka plus quand même LeBron et compagnie fait que t'es top 3 dans la conférence Ouest, je suis pas sûr qu'ils prennent énormément de risques non plus, quoi.
Donc, si on fait le bilan là un peu de ce qu'on s'est dit sur cette question du secteur intérieur, qui était un peu un enjeu essentiel pour apporter de la polyvalence défensive et pour équilibrer un peu le roster et rendre le jeu un peu plus méta, nous ce qu'on constate c'est que DeAndre Ayton il devrait apporter offensivement ce dont ils avaient besoin, c'est peut-être même un peu au-dessus de ce qu'ils pouvaient espérer. La seule vraie question qu'on se pose c'est sur la partie défensive, où il apporte pas vraiment les certitudes que tu pouvais attendre, notamment parce qu'il répond pas à tous les schémas, et donc ils ont probablement besoin d'aller chercher un autre pivot. Et là, on est moins sûr, pour le coup, qu'ils oseront aller le chercher. Il y a eu un deuxième joueur, pour le coup, qui est censé remplacer un peu numériquement Dorian Finney-Smith et t'apporter dans ton jeu défensif et dans l'équilibrage de ton roster, c'est Marcus Smart. Pour le coup, on en a parlé un petit peu rapidement, je veux bien qu'on revienne un peu dessus. Moi, je trouve que l'arrivée de Marcus Smart, elle est... je peux pas dire que c'est une fausse bonne idée parce que de toute façon, tu le prends tellement peu cher que ça risque rien. Enfin, je préfère avoir Marcus Smart et tenter Marcus Smart que Jordan Goodwin, quand bien même Jordan Goodwin a été très intéressant la saison dernière. Enfin, l'idée, c'est aussi de faire des paris dans une saison. Si tu fais pas de paris, tu peux pas. Donc, quand tu es dans le contexte des Lakers, tu peux pas vraiment réussir grand chose. Et je trouve que ce qui est intéressant avec Marcus Smart, c'est qu'il va répondre à un des problèmes qu'on a identifié dans l'introduction. C'est qu'il va amener de la défense du point d'attaque sur les petits et sur les meneurs de jeu un peu rapides. Alors, il faut voir dans quel état il est, mais théoriquement, il est capable d'apporter ça. Ce qui était vraiment l'élément qui manquait dans leur line-up défensif. Gabe Vincent peut le faire un petit peu, mais il l'a jamais vraiment fait à haut niveau. Marcus Smart, pour le coup, c'est un joueur qui l'a fait à haut niveau. Et ce qui est intéressant avec Marcus Smart, c'est que il a à la fois cette capacité de défendre le point d'attaque, mais aussi si jamais la défense essaye de l'éviter, de continuer à rester impactant par son QI défensif, par ses positionnements, par ses aides, qui sont toujours pas mal. Ça, je trouve que c'est le côté positif de son arrivée. Le côté négatif, c'est que il peut pas remplacer numériquement les minutes de Dorian Finney-Smith pour ce que je dis tout à l'heure, pour ces questions de taille. Et qu'en fait, je pense que notamment si les Lakers veulent passer dans des modules de switch all comme ils aiment bien le faire, où DeAndre Ayton n'est pas là, et ben je suis pas sûr que Marcus Smart puisse être sur le terrain. Parce que si tu as un truc tu vois, où tu n'as pas d'intérieur et où ton backcourt en fait c'est Marcus Smart et Austin Reeves, je pense que tu vas commencer à être très petit en fait et que tu n'arriveras pas à le faire fonctionner. Donc j'ai peur qu'il soit intéressant dans les séquences avec DeAndre Ayton, mais que finalement il n'ait pas tant de minutes que ça. Parce que DeAndre Ayton n'aura pas tant de minutes que ça, finalement. DeAndre Ayton, je pense qu'il aura une vingtaine de minutes. Et que Marcus Smart, il ne pourra pas jouer sans lui parce que le roster sera trop petit. Enfin, le 5 sera trop petit. Qu'est-ce que tu penses, toi, globalement, de son arrivée, de ce qu'il apporte et puis du bilan un peu de ce qu'il apporte, quoi? Je pense que DeAndre Ayton, il aura facile 28 minutes, un truc comme ça. Pour Marcus Smart, je pense que sur la régulière, en fonction du nombre de matchs qu'il joue, ça peut être un vrai plus. Parce que le problème de l'effectif des Lakers, on le voit là, avec la rotation, c'est que tu as des joueurs un peu tout ou rien, c'est-à-dire soit c'est tout pour l'attaque, soit c'est tout pour la défense, avec des gros problèmes de spacing, notamment tu vois chez Vando, chez Tiro, et chez Smart aussi. Sauf que c'est des problèmes, enfin avoir des joueurs un peu tout ou rien en régulière, ce problème-là, en fait, ça se voit pas trop si vraiment tu as des joueurs qui sont capables d'être élites en attaque et d'être élites en défense. Donc je serais pas étonné que ça fonctionne bien en régulière, parce que il va apporter du cœur à cette équipe, de la défense. Ils en auront forcément besoin si tu gardes Luka et Austin Reeves, parce que à côté, tu as envie d'avoir un gars que tu peux envoyer au casse-pipe. Et de toute façon, les problèmes de spacing, ils se verront pas tant que ça, parce que tu as LeBron et Luka, donc même si tu n'en as pas trop de spacing, ils vont quand même mettre dedans. Mais en playoff, ça va être compliqué. Tu vois, et DeAndre Ayton, c'est un peu pareil aussi. C'est que tu vois, cette équipe en playoff, je vois même pas quel 5 en fin de match tu peux vraiment foutre en playoff. Parce que j'ai l'impression que Gabe Vincent, ça fait un moment quand même qu'ils leur font pas trop confiance. Après, il avait eu une saison un peu tronquée par les blessures. Mais tu vois, l'année dernière, ils lui ont pas fait confiance. Donc au final, les seuls joueurs à qui ils font confiance pour l'instant, c'est LeBron, Luka et Hachimura. Mais derrière, en playoff, ça sera qui dans la rotation? Peut-être un Jake LaRavia, si vraiment il montre qu'il peut défendre. Mais je vois pas, tu vois, je vois pas du tout un effectif qui sera capable de faire un vrai truc en playoff. Gagner une série peut-être si t'as la bonne match-up au premier tour, mais je me pose des questions sur les playoffs. Par contre, en régulière, quand tu vois qu'ils ont fait top 3 l'année dernière, tu te dis, bon, bah, cette année, alors ouais, il y a des équipes qui sont meilleures et tout, mais peut-être que les Lakers aussi, ils seront meilleurs sur la régulière. Donc je serais pas étonné quand même qu'en fonction des blessures, encore une fois, parce que LeBron, il va avoir 41 ans, ou 40, je sais plus. Donc, 41, ouais.
je pense que ça va performer en régulière, même si ça bouge pas. Tu vois, tu pourras même responsabiliser des jeunes comme Brony et Adou-Tiro. Bon, il y en a un, je serais pas étonné qu'il le trade quand même assez rapidement, c'est Dalton Connect, parce ils lui ont fait comprendre de toute façon qu'ils lui faisaient pas confiance dans le trade avorté de Mark Williams. Mais je pense que c'est un effectif qui va taffer en régulière. Je sais pas si t'es d'accord, mais je pense que Smart et DeAndre Ayton, leur vraie plus-value, ce sera sur la régulière. Dalton Neck d'ailleurs qui a fait une Summer League honteuse, mais bon c'est pas grave, on s'en fout, c'est la Summer League, mais absolument scandaleuse. Mais c'est pas très important. Oui, non, moi je suis pas inquiet de toute façon pour ce roster en saison régulière. Moi je suis d'accord avec toi. Déjà quand t'as Luka Doncic, il est plutôt en bonne forme physiquement, ça doit le faire. Tu finis 3ème l'année dernière de la saison régulière avec un contexte chaotique. À proprement parler, hein. C'est-à-dire qu'au milieu de la saison tu changes tout et tu finis quand même 3ème, donc il n'y a aucune raison que ça soit moins bien cette saison. Même si je pense que le départ de Dorian Finney-Smith est important. Et quand je te disais la vingtaine de minutes pour DeAndre Ayton, je parlais des temps forts en fait de la saison, donc des playoffs, enfin notamment des playoffs où je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, pour moi Marcus Smart en fait c'est le même problème qu'avec DeAndre Ayton, c'est-à-dire que ils répondent que partiellement au manque des Lakers et tu vois, c'est pas des recrues qui te font te dire en fait on n'a plus besoin de trade Austin Reeves. On n'a plus besoin de faire le choix peut-être de trade Austin Reeves pour vraiment tenter le truc, tu vois. Et ça m'embête un peu parce que j'avais l'impression, si tu veux, l'année dernière, que en fait, t'avais un seul joueur tu sais, j'ai un peu cette impression que l'année dernière, t'avais l'impression que t'avais un seul joueur à ajouter à cet effectif pour avoir un effectif vraiment compétitif. C'était un pivot. Et là, j'ai l'impression que t'en as deux maintenant. Et ça m'emmerde un peu. C'est un pivot et un free and D. Je suis d'accord que l'effectif est meilleur. Mais pour autant, dans les top joueurs dans les top profils dont tu as besoin, tu es passé de 1 qui te manquait, mais il te le manquait vraiment, à 2 dont il te manque partiellement, tu vois. C'est un peu bizarre, pour le coup. Ah, mais j'ai l'impression qu'il leur manque facile 3 joueurs, quoi. Genre un intérieur et 2 3D élite minimum, quoi. Après, ils pourront bricoler, tu vois. Gabe Vincent, je trouve que c'est pas inintéressant si tu le responsabilises. Mais ouais, le problème aussi, c'est la conférence Ouest, quoi. C'est que c'est tellement deep et talentueux que à un joueur près, tu peux facilement être viré du top 8 et pas faire les playoffs aussi, hein. Ah non, mais ça, C'est c'est ça la certain. réalité. Ouais, non, mais c'est certain. Il y a une vraie question de dynamique, en fait, que tu arrives à lancer. On voit que cette conférence Ouest, pardon, elle marche beaucoup sur des dynamiques que tu arrives à enclencher à un moment donné, à combien de temps tu arrives à la tenir. Parce qu'en fait, au point de départ, il y a beaucoup d'effectifs qui sont au même niveau, mais tu en as certains qui arrivent à enclencher une dynamique à un moment donné. Et en fait, quand la dynamique est lancée, ils n'ont pas de blessures, ils n'ont pas d'à-coup majeur qui fait que la dynamique s'enraye. Et que ça, c'est hyper important, hyper important là-dedans. Ouais. Il y a un dernier sujet que je t'avais positionné là dans les questions qu'il y avait à se poser, c'était la question des formes de jeu des Lakers, notamment des formes de jeu offensives, qui permet d'ouvrir un dernier sujet, moi, qui me paraît intéressant, c'est le sujet de Luka Doncic. On en a parlé un petit peu cet été, et j'étais curieux qu'on en parle en podcast, parce que moi, quand on a terminé la saison l'année dernière, je voulais même faire un podcast qui s'intitulait « Faut-il s'inquiéter pour Luka Doncic ?» Pourquoi ? Parce que je trouve que l'évolution de la carrière de Luka Doncic, tout aussi génial soit le joueur, elle pose quand même pas mal de questions sur dans quelle mesure il réunit les conditions qui te permettent de faire gagner. Je trouve que Luka, il développe un jeu qui est quand même très isolé des autres, hein, de plus en plus. C'était très marqué aux Lakers. Il y avait eu un petit retour en arrière avec Kyrie Irving, mais en tout cas aux Lakers, c'était très marqué, ce jeu isolé des autres. Et je trouve qu'il a toujours eu cette difficulté à tenir sur la longueur. C'est-à-dire que tu peux avoir un jeu isolé des autres, omnipotent, où tu fais tout, comme le fait Giannis par exemple. Moi je trouve que Giannis, même s'il a du playmaking, évidemment, il est un peu isolé des autres, mais il a un tel physique qu'il arrive à tenir en fait tout le match. Enfin bon, on voit bien que les derniers playoffs, il est tout le temps blessé, et puis de toute façon, qu'ils vont pas si loin que ça. Donc c'est un vrai sujet. Et surtout, il y a des limitations physiques qui arrivent chez Luka Doncic qu'on voit. Alors, moi, je vais pas me fixer là sur sa perte de poids. J'attends à voir. Mais enfin, on n'a encore rien vu, donc j'en sais rien. Mais il y a des limites physiques qui commencent à apparaître chez lui, notamment défensivement. Tu sais qu'ils l'ont un peu fait passer du statut de. En fait, défensivement, il est pas bon. À défensivement, c'est un énorme problème. Et Luka, c'est un joueur qui est brillant offensivement, mais il faut aussi se rappeler que c'est un joueur qui a mis du temps, tu sais, à atteindre des niveaux d'efficacité, tu vois, élite. Pour le coup, notamment dans le scoring seul,
puisqu'en fait, à part les 2 dernières saisons au Mavs où il était à plus 5% et plus 6% par rapport à la moyenne au True Shooting Plus, en fait, sa carrière, il est globalement légèrement au-dessus de la moyenne sur l'efficacité. Alors, c'est génial parce qu'il a des volumes qui sont incomparables, mais c'est pas plus que ça. Et moi, tu vois, je suis quand même ressorti de la fin de saison dernière en me disant, mais en fait, le profil de Luka Doncic, il commence à me poser question, ce profil de joueur isolé, omnipotent, mais qui tient pas le match en entier, et qui est passé de ok, faut un peu le cacher en défense, mais si tu le caches, il arrive à se démerder, à attends, mais ce qu'on a vu lors des playoffs, c'est en fait tu peux l'attaquer sur toutes les possessions, il n'y arrive pas quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi de ton côté? Moi, je pense qu'il appartient quand même à une caste de joueurs où énormément de problèmes que tu as dit, en fait, c'est pas vraiment des problèmes. Parce qu'il appartient à un top 4 NBA où en fait, c'est des superstars sur le terrain et peut-être un peu aussi en dehors, qui fait que tu es OK avec la plupart des problèmes. Après, il y a une réalité aussi, c'est que dans l'époque actuelle, quand tu es aussi omnipotent que lui, on en a vu quand même beaucoup d'équipes avec des joueurs omnipotents où même si en fait lui est trop fort, il arrive à te rendre une attaque viable. Aujourd'hui, il y a quand même tellement de concurrence et finalement des joueurs très forts, il y en a de plus en plus. Et au final, bah ouais, tu vois, il y a tellement de joueurs aujourd'hui qui balancent des stats, mais qui sont chaque nuit, chaque soir, c'est incroyable, qui fait que Luka, bah si tu penses à lui quand tu penses aux superstars de la ligue, mais en fait tu penses aussi à 5, 6, 7 mecs quoi. Et c'est sûr que si tu veux aller au bout, va falloir se poser des questions. Maintenant, je trouve que tu vois, sur la fin des Mavs, avec Jason Kidd et avec l'arrivée de Kyrie, j'ai vu plus d'utilisation off-ball. Il a montré qu'il était plus à même à se montrer sur une autre utilisation. Donc en attaque, je me fais pas trop de soucis. Je pense que il arrivera à s'adapter et tout, parce que après, il faut aussi un coach qui le tienne. Et c'était peut-être un peu le cas avec Jason Kidd. Je sais pas si ce sera le cas avec JJ Redick. Parce que c'est vrai qu'en playoff, c'était pas beau ce qu'on a vu. Mais tu vois, en 2024, ils font finale NBA et pourtant, ces playoffs, par rapport à des standards qu'il avait fixés, ils sont mid, quoi. Les playoffs de 2024 de Luka, ils sont mid et pourtant, il fait quand même finale NBA. Donc, tu as un plancher assez ouf avec Luka. Mais c'est vrai que s'il veut atteindre la bague, le titre, ou même, tu vois, être ultra régulier en playoff et faire souvent des finales NBA et tout, parce qu'il n'y a pas que la bague et le titre, bah, il va peut-être falloir se motiver sur d'autres aspects, comme le fait d'être plus fit. Parce qu'en défense, je pense qu'il sera jamais élite. Faut arrêter de vouloir, tu vois, de rendre Luka élite en défense. Mais si déjà il se motive un peu plus, si déjà il est plus fit, il verra que les efforts seront moins contraignants, si tu vois ce que je veux dire. Je pense que Donc, quand tu as un profil comme le sien, comme tu dis, tu vois, omnipotent, le premier critère, le plus important, c'est que tu ne peux pas être un joueur qui peut exploser physiquement dans les matchs. Et Luka, c'est l'un des rares joueurs omnipotents qui a ce profil où il peut exploser physiquement dans les matchs. Alors en attaque, t'as l'impression qu'il continue à gérer le truc, mais ce qu'on a vu contre Minnesota, c'est un gars qui, à un moment donné, est dans le rouge, ne peut plus défendre, et l'attaque est totalement à l'arrêt. Alors il a quelques coups de magie, parce que c'est un joueur, enfin, il a une main de façon que personne n'a en NBA. Mais je crois qu'il va falloir quand même arriver à un moment donné avec un espèce de regard lucide sur l'athlète qu'est Luka Doncic. Ok, il a perdu du poids et c'est très bien, mais moi j'attends de voir. Ça, je m'en fous, tu vois. C'est un été, des mecs qui perdent du poids l'été, qui le reprennent, on n'en sait rien. Mais je pense qu'assez rapidement, il va falloir se dire en fait, parce qu'il n'y a pas de joueur omnipotent en NBA, dans l'histoire de la NBA, qui n'étaient pas des uber athlètes. Même Nikola Jokic. Nikola Jokic, on l'a vu faire des séries, tu vois, contre Portland en double, triple prolongation, où il tient le rythme physiquement, il le tient le coup physiquement jusqu'au bout. Luka, ouais, mais on l'a vu aussi manquer de carburant, tu vois, Nikola Jokic. Mais moins que mais Luka, moi, je trouve qu'il y a... vachement moins que Luka quand même. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Mais Vachement moins que Luka. Hein. ouais, je sais pas, c'est dur à dire. C'est dur à dire parce que. Et juste ce que je voulais dire, c'est que si jamais tu te rends compte qu'en fait c'est pas cet uber athlète, ben, il faudra adapter en fait les formes de jeu. Et il faudra aussi que lui l'accepte. Tu as raison, ce qu'il a un peu fait avec Kyrie d'ailleurs. T'as raison, hein, il l'a un peu fait avec Kyrie, qui est un joueur particulier quand même, Kyrie Irving, mais qui a un respect notamment des autres forts joueurs qui est particulier. C'est pour ça que je dis que c'est un joueur particulier. C'est pas Austin Reeves, quoi, c'est ça que je veux te dire. Ouais. Mais il l'a accepté. Mais je pense qu'il va falloir quand même à la fin, tu vois, de la saison prochaine,
arriver à une forme de bilan sur Lucas qui est est-ce qu'il remplit tous les critères du joueur omnipotent pour aller très loin et t'as raison en plus, dans une NBA où en plus aujourd'hui les gens qui gagnent, il y a rarement un mec omnipotent dans l'effectif en plus. Mais après, tu vois, moi je trouve qu'il y a eu un truc quand même un peu malsain, et avec pas mal de grossophobie autour de Luka. Et ensuite, il y a un truc qu'on connaît pas trop, c'est la réalité de son physique. Parce que c'est un Européen qui allait vivre aux États-Unis, donc au bout d'un moment, tu sais, tu bouffes de la bouffe transformée, donc ton corps, il réagit pas de la même façon parce qu'il n'est pas entraîné à ça. Et en fait, ouais, là, il est fit parce qu'en fait, il a passé son été en Europe, mais il y a peut-être une réalité aussi que son physique, tu vois, il prend plus parce que ses gènes sont pas des gènes d'Américains, mais d'Européens, qui fait que même s'il il bosse à l'entraînement, même si machin et tout, bah, en fait, il arrivera en playoff avec quelques kilos en trop, mais c'est pas vraiment de sa faute, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a des choses qu'on sait pas. Ouais, ça se trouve, il s'enfile 3 sneakers avant de se coucher tous les jours, mais on sait pas, en fait. Donc, on pourra jamais totalement le critiquer là-dessus, mais on pourra, oui, le critiquer sur son investissement en défense, mais sur son physique, en fait, il y a des trucs dont on sait pas, et puis, c'est toujours compliqué de juger ça, notamment pour un joueur aussi fort que Luka, comme on l'a dit, quoi. Parce que s'il répond tout le temps présent en attaque, bah ouais, t'auras pas la version ultime du two-way player comme tu l'avais avec LeBron, Kawhi et compagnie, mais t'auras quand même une grosse version, quoi. Moi, c'est pour ça que moi je préfère, tu vois, enfin, une fois de plus, je prends pas en compte sa perte de poids de l'été. Je préfère me baser sur les 4 dernières années, sur ce que j'ai vu du joueur Luka Doncic, sur les 2, 3, 4 dernières années, et des limitations notamment physiques, et non pas, enfin, physique vraiment constatées, notamment de cardio dans les matchs, plutôt que sur le reste, parce que d'ailleurs le poids, enfin bref, le poids on s'en fout. Nikola Jokic, c'est pas le joueur le plus fit du monde, et pourtant c'est un des plus gros cardio de la NBA. Donc c'est bien la preuve que ça veut pas tout dire. Moi je constate juste que Lucas, il a du mal à tenir l'entièreté des matchs et qu'il est arrivé dans des contextes. Enfin moi je l'ai trouvé tellement ciblé contre Minnesota, c'était catastrophique. Mais après, les Lakers n'avaient pas du tout un effectif construit pour lui. C'est aussi la Oui, réalité. il y a ça aussi. C'est aussi la réalité. Alors que les Mavs pour le coup avaient construit l'effectif parfait autour de lui, et l'effectif parfait l'a mis en finale, mais en finale quand même assez loin du titre. Je tiens quand même à le dire. C'est-à-dire que la finale, elle était quand même à sens unique. Ils étaient assez loin du titre. Ils ont réussi à se faufiler jusqu'au bout sur une année de la conférence Ouest qui n'était pas la meilleure année. Je suis pas sûr qu'ils étaient si proches que ça du titre non plus, quoi. Pour le coup. Ouais, mais tu vois, genre, il y a une réalité du fait qu'une saison à une autre, c'est pas pareil, parce que tu vois, le Thunder, eux, ils les avaient battus. Donc tu peux imaginer que s'ils étaient venus avec les mêmes, avec un peu plus de spacing parce qu'ils avaient pris Klay Thompson, ils auraient peut-être à nouveau causé de gros soucis au Thunder et ils auraient pu sortir le Thunder. Et ça se trouve, cette saison, c'est eux qui auraient gagné la bague. Donc il y a une réalité des saisons qui fait que, bah ouais, tu te prends un 4-1 par les Celtics, mais ils avaient un gros effectif. Et une saison après, tu vois, le run de Denver, ils affrontent personne. Donc Jokic, il a sa bague. Mais si c'est Luka qui était tombé cette année-là, ça se trouve, c'est Luka qui aurait eu sa bague. Peut-être, ouais. Ouais, c'est très hypothétique, mais en tout cas, moi, je constate juste Oui, que sur l'année où ils y vont, je suis pas sûr qu'ils en soient si proches que ça du titre en réalité. il y avait des problèmes, moi. Ouais, notamment, et notamment d'ailleurs dans la finale, il a été très ciblé là-dessus, sur ses problématiques défensives et de capacité à tenir la longueur des matchs. Mais ça fera quand même partie des questions que devront se poser, je trouve, les Lakers, tu vois, pour leur saison prochaine sur l'utilisation de Luka. Bon, ce qu'on peut se noter quand même par contre de positif, ça s'est pas ressenti en playoff, mais c'est que pendant la saison régulière, l'équilibre d'utilisation entre Austin Reeves et Luka était plutôt pas mal pour le coup. C'était plutôt pas trop mal équilibré, c'était plutôt ciblé de manière intelligente. De toute façon, ils font une super deuxième partie de saison, les Lakers. À partir du moment où Luka arrive, ils sont très surprenants et c'est pas pour rien. Ouais, mais ça s'est pas trop vu dans les net ratings, tu vois. Ils ont tapé beaucoup de très bonnes équipes, mais les net ratings, ils étaient un peu mid des deux côtés du terrain. Bah, c'est ce que je Et oui, disais. ils ont gagné. C'est ce que je disais tout à l'heure là dans l'introduction où ils ont gagné notamment par leur intelligence de jeu, de capacité à gérer les temps forts des matchs. Mais je te disais, dans l'offensive rating, il était en baisse par rapport au moyen Anthony Davis. Enfin, effectivement, les ratings, c'était pas si dingue que ça. Par contre, ils ont été très forts effectivement pour gagner des matchs un peu serrés. Pour le coup, et t'as raison, il y avait un peu un décalage entre leur net rating et leur bilan. Leur bilan pourrait donner l'impression qu'ils avaient une vraie domination. Or, en fait, ils ont gagné beaucoup de matchs serrés. Et donc c'est là aussi où certains se posaient la question, est-ce qu'ils ne sont pas portés un peu par un enthousiasme d'un trade qui peut aussi jouer dans tes résultats à un moment donné et qu'ils n'auront pas pour le coup en saison 2. Est-ce que toi tu avais d'autres questions que tu te posais autour de ces Lakers là, ou est-ce que pour toi on a fait déjà un bon tour? Non, bah écoute, on a fait le tour, je pense. Bah ouais, peut-être que ce qu'on peut se dire, c'est même si on l'a un peu fait, c'est une petite projection rapide.
Peut-être je peux te poser 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que tu attends de ces Lakers-là cette saison? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Moi, honnêtement, j'ai pas énormément d'attentes sur ces Lakers. À partir du moment où tu vois, t'as LeBron à qui il reste plus qu'1 an de contrat, t'as un effectif qui a pas non plus énormément bougé, qui s'est pas énormément amélioré. J'ai du mal à être vraiment optimiste pour eux. Ça veut pas dire que je crois pas en eux, tu vois. Je pense qu'il y a suffisamment de talent pour réussir à faire un coup. Mais ils sont pas dans la bonne conférence, donc j'ai pas énormément d'attentes envers les Lakers. Il y a des équipes que je vais plus attendre, il y a des équipes que je vais peut-être plus regarder, qui auront plus de pression aussi. Mais et c'était quoi ta deuxième question? C'est qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire concrètement? Comme on l'a dit, je pense que ça va pas que ça va bouger que si c'est en difficulté, parce qu'il faudra réagir. Et je pense que si ça match bien, ça va pas forcément bouger. Et d'ailleurs, pour les prochaines années, je pense que si je devais faire un pari, je dirais que LeBron va faire sa last dance en 2026-2027 et qu'ensuite en 2027, ils vont lâcher LeBron pour se concentrer sur un gros free agent à côté de Luka. Et ensuite, il y aura le nouveau free agent avec Luka plus des role players parce qu'ils auront forcément de l'espace sous le cap et on verra où est-ce que ça va, quoi. Moi de mon côté, déjà, alors là c'est un avis plutôt d'équipe de personnes qui regardent tous les matchs de l'équipe. J'espère qu'ils vont garder le jeu enthousiasmant qu'ils avaient l'année dernière. Parce que c'était vraiment une équipe cool à regarder jouer et c'était pas le cas l'année d'avant, donc ce serait cool que ça continue pour le coup. Ça m'aiderait pour mon mental. Non, je pense que je trouve que la saison dernière a marqué un tournant. C'est la première saison de la carrière de LeBron James où LeBron James ne méritait pas un contrat max, n'était pas un joueur contrat max. On verra si c'est pareil cette saison-là. Avec LeBron, on peut jurer de rien, parce que déjà sa saison 2023-2020, non 2022-2023 était, non 2023-2024 était meilleure que sa saison 2022-2023, ce qui était assez étonnant pour un joueur de cet âge-là. Mais je m'attends quand même à ce que le niveau continue à baisser. Je trouve que ce qui serait bien pour les Lakers, c'est qu'à la fin de la saison prochaine, ils soient au clair sur le sujet LeBron. Soit en fait il est au niveau, ils arrivent à faire un vrai run et auquel cas peut-être ils lâchent quelques assets pour vraiment tenter le coup, soit LeBron n'est plus au niveau et ils arrêtent là, ils arrêtent à fin 2026 l'expérience LeBron James, LeBron prend sa retraite et puis on passe à autre chose. Parce que déjà de 1 je trouve que viser 2027 c'est totalement utopique. C'est totalement utopique. En gros, t'as 2 gros free agents. Faut imaginer que Jokic veuille quitter Denver pour Los Angeles. Faut imaginer que Giannis d'ici là soit pas trade et re-signé quelque part. Enfin, alors moi vraiment là, c'est des trucs auxquels je crois pas du tout, surtout que c'est pas du tout la dynamique de la NBA aujourd'hui. Pour le coup. Ouais, mais on parle des Lakers, donc tu peux pas comparer les Lakers avec les autres équipes. Donc c'est pour ça, tu vois, que moi je suis plutôt optimiste sur le fait qu'ils vont récupérer un gros free agent parce que c'est les Lakers, parce que tu auras Luka dans son prime et qu'il y aura beaucoup de free agents. Alors tu n'auras pas forcément du Giannis et de Jokic, mais je suis persuadé qu'en 2027, s'ils ont du cap, ils auront au moins un Donovan Mitchell ou un Kyrie, voire même un Steph Curry. Mais Ouais, vas-y, mais fini. Steph Curry, j'y crois moins, mais Kyrie, dans quel état? Enfin, tu vois, en fait, quand tu regardes les free agents, je trouve que les deux seuls qui valent le coup de, j'exagère, mais de te saborder pour cette free agency, c'est Giannis et Jokic. Les autres valent pas le coup de te saborder pour eux parce qu'ils seront soit âgés, allez, à la limite Donovan Mitchell, mais quand t'as Luka Doncic, ça vaut pas le coup non plus, tu vois. Euh, je trouve que 2 ans, c'est très loin de toute façon. Voilà, je trouve que ça serait bien pour eux d'y voir plus clair à la fin de la fin de saison prochaine Ouais, sur ce qu'ils font avec les Browns. mais le problème, c'est qu'en fait, ils peuvent pas aller chercher du gros joueur avec des assets, parce que des assets, ils en ont plus trop. Donc c'est le seul moyen de vraiment optimiser le prime de Luka, parce que c'est de viser la free agency 2027. Parce que si tu prends personne à la free agency 2027 et que tu fais que du bricolage avec un LeBron en fin de carrière et derrière des role players mid, Luka il est à nouveau en fin de contrat en 2028. Donc moi j'étais assez optimiste sur le fait qu'il allait faire une première prolongation comme il l'a fait. En 2028, si c'est rien passé en 3 ans, là par contre il va peut-être se casser, Luka. Tu vois Mais ce que je veux dire? Donc tu n'auras peut-être pas d'autre choix que de viser cette free agency 2027, quitte à faire un kit au double sur le fait que Luka partira, quoi. je suis d'accord, j'entends. Après, on a déjà fait un podcast notamment avec Quentin sur la difficulté avec le nouveau CBA de construire des effectifs taillés champions sans passer par la draft.
C'est devenu extrêmement difficile avec la nouvelle composition du CBA. Et donc, effectivement, ça peut. De toute façon, eux, la logique, t'as raison, hein, la logique pour eux, c'est de pousser avec LeBron pendant 2 ans. Ne serait-ce que d'un point de vue vie de la franchise, ça fonctionne très bien. Et puis, au moins, ça te permet de pas trop te poser des questions sur ces 2 années-là. Et tu suis ces Ouais. 2 ans pour arriver à 2027. Hein. C'est le cas idéal, mais enfin, bref. Je trouve que s'ils peuvent passer un. Enfin, je trouve ça trop dommage quand t'as Luka Doncic d'attendre 2 saisons et demie avant de lancer vraiment le truc, quoi. Tu vois. Ouais, mais je suis d'accord, hein. À Mais l'échelle malheureusement, t'as pas trop le choix. à l'échelle du basket, 2 ans et demi, c'est une éternité, quoi. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir tellement de trucs, tu vois. Là, t'as la chance de l'avoir maintenant. Tente un truc, quoi, tu vois. Mais bon, on va voir, hein. On va voir. Ouais. On verra pour le coup ce que ça peut donner. Écoute, je te propose qu'on conclue sur ce podcast. On espère que ça vous a plu. On est curieux d'avoir aussi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous pensez pour le coup des mouvements des Lakers. Si vous pensez notamment qu'il devrait bouger Austin Reeves ou pas, pour pouvoir venir compléter cet effectif. Vous l'aurez compris. Nous, on trouve qu'en tout cas à ce stade, il manque un minimum un pivot et un free and D, voire pour Paul 2 free and D, qui viendraient compléter l'effectif. Et là, pour le coup, peut-être imaginer un effectif calibre contender, notamment si LeBron James fait une belle saison. En tout cas, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.